Bonjour tout le monde. Donc, dans ce premier cours d'introduction à la Renaissance, nous allons nous intéresser à justement que reste-t-il dans l'imaginaire collectif, dans la culture contemporaine de la Renaissance et comment on peut commencer à dégager quelques caractéristiques essentielles de la période et de ce que cela implique désormais pour nous. Donc, une renaissance omniprésente, mais méconnue, comme nous allons le voir. Donc, la Renaissance est à la fois, et ça va être important à tenir ça vraiment toujours un peu à l'esprit, quand on évoque la Renaissance, on est en train d'évoquer en général plusieurs choses. Et il est important de savoir exactement à quoi on veut faire référence. D'un côté, la Renaissance, c'est une période de l'historiographie, c'est-à-dire de l'écriture de l'histoire. Et c'est à la fois donc une période de l'histoire mondiale, c'est une période de l'histoire européenne et c'est une période des histoires au pluriel nationales. Donc, il y a différentes renaissances déjà du point de vue historiographique. Donc, la Renaissance française, la Renaissance italienne, la Renaissance espagnole, etc. Et on verra qu'il y a énormément de décalage chronologique. La Renaissance n'a pas commencé, fini de la même manière, tout autant qu'on puisse, et on y reviendra, établir puisque ça a été totalement a posteriori qu'on s'est mis à parler de Renaissance, donc qu'on puisse établir des origines et des fins pour la période dans ces différents domaines. La Renaissance, c'est aussi un mouvement culturel, voire ce que Eugenio Garin nomme une révolution culturelle. Et souvent, donc, il y a déjà un peu un décalage entre la notion d'une période qui englobe tout ce qui s'est passé du point de vue historique à une période donnée et quelque chose de beaucoup plus spécifique qui serait un mouvement culturel appelé la Renaissance. Donc, on peut être dans la même période, mais ne pas être en train de parler de la même chose. Et c'est ainsi, par exemple, que certains historiens vont aussi parler de contre-Renaissance, les mouvements opposés à la Renaissance du point de vue culturel, etc., etc. C'est aussi un patrimoine artistique qui est hyper canonique, pour reprendre un terme parfois utilisé. C'est vraiment, ça a été considéré, ce patrimoine, comme le summum de l'histoire de l'art occidental et ça a été souvent considéré aussi comme le canon qui a ensuite été enseigné dans toutes les académies des beaux-arts jusqu'à la moitié du XXe siècle et parfois encore quelque chose à laquelle on se réfère comme une sorte d'étalon or de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, etc. La Renaissance, c'est aussi un mythe. Dès le début, il y a un côté mythique à cette idée, d'où le terme vient, qui est celui donc d'une sorte de résurrection qui est à la fois celle de l'Antiquité, mais c'est à la fois celle de l'humanisme, c'est à la fois celle de une religion qu'on considère rendue à ses origines, ce sera le cas du protestantisme, etc. Et c'est aussi donc une sorte de mythe
de renouveau complet de l'humanité, de la société, etc. Donc, tout cela, c'est souvent la polysémie donc qu'on ajoute au terme de Renaissance. Et cet ensemble dont on puise selon les arguments de la conversation ou de l'essai qu'on est en train de lire, à la fois fascine, mais il reste, donc continue à nous fasciner encore aujourd'hui, tous ces aspects-là, mais il reste aussi à mains égards méconnu. Alors, on va faire un petit tour de qu'est-ce qu'on connaît de la Renaissance et vous pourrez vous appliquer un peu vous-même ce jeu de dire, bon, au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce que la Renaissance pour vous? Quels sont les éléments que vous avez dans votre répertoire encyclopédique, euh, pour reprendre donc le terme de Umberto Eco, qu'est-ce que la Renaissance vous évoque? Alors, on va faire un petit tour ensemble. Donc, ce sont d'un côté, la Renaissance, ce que ça évoque dans la culture populaire, ce sont des dynasties comme les Medici, qui sont l'origine donc d'une série contemporaine, Medici Masters of Florence, euh, et avec pour la sensibilité contemporaine une fascination que l'on retrouve aussi dans Game of Thrones, par exemple, où il y a certains aspects historiques qui relèvent plutôt de l'Antiquité, d'autres qui relèvent plutôt du Moyen Âge, mais il y en a aussi beaucoup qui relèvent de l'imaginaire de la Renaissance. Et cet imaginaire, ce sont ces sortes de familles qui sont à la fois des clans, des tribus, qui détiennent un immense pouvoir décisionnel, politique, idéologique, etc., qui s'entre-déchirent, qui ont tout le temps des changements d'allégeance, etc. Donc, ce mythe est très vivant et c'est celui qui avait fasciné déjà les historiographes et surtout les romanciers populaires et les dramaturges populaires du romantisme et du 19e siècle. C'est une renaissance à la fois fascinante et inquiétante, avec tout le thème des Italiens. C'était un des stéréotypes qui circulait beaucoup à l'époque dans l'Europe. C'était l'idée des Italiens déjà comme des proto-mafieux. Donc l'imaginaire de la mafia de Coppola, le parrain, etc., va réactiver au XXe siècle avec le crime organisé états-unien, a réactivé un vieil imaginaire qui associait l'Italie avec les empoisonnements, avec une sexualité trouble, avec l'appétit du pouvoir, etc., etc. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans beaucoup de séries contemporaines et c'est un des éléments de notre imaginaire de cette époque-là. Donc, les Médicis sont la grande dynastie Fiorentine qui a été des power, une sorte de power factory de la Renaissance. Ils ont été à la fois les banquiers les plus importants de leur époque, à la fois ils sont devenus, ce pouvoir économique leur a assuré un pouvoir politique qui s'est aussi traduit par un pouvoir idéologique. Ils ont produit en quelque sorte 4 papes de leur famille. Ils ont eu le contrôle sur la cité de Florence à plusieurs reprises, le contrôle politique et économique. Et ils ont aussi été parmi les principaux mécènes de la Renaissance, autant comme mouvement humaniste, intellectuel, avec notamment la création de l'Académie platonicienne, mais aussi directement en embauchant toutes les grandes figures de la Renaissance artistique. Alors bon, là, vous avez la glamourisation typique des séries contemporaines de la famille. Ici, vous avez les portraits beaucoup moins flatteurs et on peut s'amuser évidemment, comme le font les internautes, à comparer
à comparer ces visages. Vous avez ici notamment donc Lorenzo de' Medici, énormément connu dans l'histoire de l'art comme immense mécène. Et la fascination contemporaine vient aussi du fait que finalement, l'art contemporain, il est redevenu extrêmement dépendant des grands collectionneurs contemporains qui eux-mêmes aiment se situer dans cette tradition des riches, des extrêmement riches. Donc là, on parle vraiment du 1% de la Renaissance comme d'aujourd'hui, qui sont à la fois extrêmement qui sont à la fois des sortes de arbitres du goût et extrêmement cultivés, etc. Ou se pensent comme tels, ou se présentent comme tels, se représentent comme tels. Bon, ici, vous avez une petite chronologie de la grande dynastie, donc à partir de la moitié du XIVe siècle, où la banque Medici, qui va être la plus importante pendant des siècles en Europe, est fondée, jusqu'à donc un peu l'éclipse de la relative éclipse de la dynastie en pleine modernité, avec évidemment le changement des conjonctures, etc., qui vont transformer la logique de ces grandes dynasties commerciales. L'autre grande famille, inévitablement, quand on pense à la Renaissance, c'est les Borgia, donc d'origine espagnole, valencienne, mais eux aussi totalement associés avec l'excès, le meurtre, la transgression sexuelle, etc. D'autant plus transgressif que c'était associé très directement au népotisme papal. C'est la figure du pape Borgia et depuis son époque même, donc accusé, calomnié, etc., de toutes sortes de turpitudes. Alors les historiens continuent à essayer de partager un peu le, le, le la représentation qui a été faite de tout cela, de ce qui a pu historiquement être vraisemblable, tout en reconnaissant qu'évidemment, il y avait une énorme corruption économique, etc., autour de la cour pontificale, et qu'il y avait aussi évidemment une culture sexuelle extrêmement libertine, qui était en net contraste donc avec ce qui était proféré par l'Église catholique en matière de morale sexuelle. Et donc ça a créé vraiment aussi une sorte de mythe persistant à travers les âges, et l'époque contemporaine se délecte avec les Borgia. Il y a eu donc 2 grandes séries, mais aussi un film et quantité de bandes dessinées, romans, etc., etc. Donc la présence des Borgia est extrêmement forte, et elle est aussi une porte d'entrée vers cet univers donc du mécénat, du mélange de art, économie, religion, politique, sexualité, rapport entre les genres, qui est aussi une des choses que les séries contemporaines mettent beaucoup de l'avant. Donc, ça, c'était la série avec Jeremy Irons, donc The Original Crime Family. Alors, les références entre mafia et dynastie de la Renaissance sont constantes. Il y a The Godfathers of the Renaissance, les parrains de la Renaissance pour les Medici. Pour les Borgia, c'est la famille criminelle, donc au sens des grandes familles de la mafia italienne, américano-italienne du XXe. Et en France, il y a carrément donc ce côté beaucoup plus transgresseur de l'affiche,
qui est très inspiré d'ailleurs de l'art contemporain du couple gay Gilbert and George, avec ses vitraux ironiques, un peu ambigus sexuellement, etc., etc. Donc, Borgia, n'ayez pas foi en eux, et donc cette figure avec l'auréole du saint, mais aussi avec la faux de la mort, et donc tout le sang qui coule directement euh, sur son piédestal. N'ayez pas foi en eux, donc en jouant évidemment sur l'opposition entre la sainteté d'une papale et la criminalité de ces personnages. Alors, les Borgias sont toujours représentés de manière qui est à la fois, qui montre bien, comme aussi dans d'autres séries sur d'autres sujets, mais qui montre bien à la fois la fascination et l'abjection. C'est-à-dire que on est tout à la fois donc fasciné par, et il y a une grande insistance pour rendre tous les personnages extrêmement attirants, toute orientation sexuelle confondue, et donc une sorte d'érotisation générale de ces univers-là, et en même temps une extrême violence, donc voire le côté gore qui s'est un peu installé dans les séries, et qui nous montre aussi à la fois notre rapport très ambivalent et très voyeuriste avec ces représentations. Alors ici, on a les portraits non confirmés, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas nécessairement, il y avait plusieurs façons de faire des portraits. Il y avait le portrait nominal qui était commandé, etc., pour être représenté comme portrait, qu'on utilisait à l'époque parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Tinder, il n'y avait pas tout ça. Et on utilisait beaucoup le portrait, par exemple, pour dans des alliances matrimoniales à des grandes distances. On emmenait le portrait de la personne qui allait se marier à la famille de l'autre, etc. Mais il y avait aussi quantité de manières d'intégrer des vrais portraits dans des tableaux de genre, notamment des tableaux religieux commandités, et où on reconnaissait les conoscenti, les gens qui connaissaient les membres de la famille, etc. Ils reconnaissaient bien le portrait, ils utilisaient ça comme portrait familial, mais le sujet du tableau était l'adoration des mages ou la crucifixion du Christ, etc., etc. Bon, voici donc 3 portraits de Lucrezia Borgia, qui a été vraiment déjà un mythe de son époque. Il y a un côté de auto-mythification et auto-représentation dans ces grandes dynasties. Et nous avons ici 3 portraits assez différents, de 3 étapes différentes, de ce qui était déjà à l'époque. Lucrezia se représentait déjà comme une sorte de femme fatale, sulfureuse, ce qui est resté dans la tradition euh, romanesque, historiographique, etc. Et malgré le fait que beaucoup d'historiens ont essayé de finalement dégager ce qui était la vie des femmes de pouvoir de la Renaissance, de l'imaginaire que l'on a projeté par la suite, notamment les romantiques qui vont lui consacrer quantité d'œuvres, etc. Mais on voit que le processus de mythification était déjà à l'œuvre dans la peinture et dans les œuvres, la poésie, etc., de l'époque, où Lucrèce était vraiment une grande mécène, et à la fin de sa vie, elle est devenue donc un des pivots de la vie culturelle de la Renaissance italienne. Tout aussi sulfureux, donc son frère Cesare, qui va devenir le modèle du prince de Machiavel, et qui va devenir un peu le modèle de l'appétit de pouvoir, quoi qu'il arrive, la fin justifiant les moyens, etc., etc. Et aussi donc toutes tout les accusations, le mythe sexuel autour de l'inceste avec sa sœur, mais aussi donc de toutes ces relations
etc. Donc les Borgia, grande figure qui est restée avec cet imaginaire qui est associé donc à l'époque. Alors là, vous avez une comparaison intéressante entre différentes dynasties de l'époque qui ont eu des relations complexes entre elles, puisque c'était des grandes dynasties de pouvoir. Donc, vous avez d'un côté les Borgia en vert, vous avez les Medici, donc en rouge, et la maison de Rovere, donc au milieu avec ces différentes alliances. Et on voit là notamment comment la question du pontificat était totalement dominée par ces grandes familles, mais aussi la question du mécénat, puisque les papes aussi de ces dynasties ont eu le pouvoir de décider d'infléchir le cours esthétique de la chrétienté, donc en engageant certains peintres, sculpteurs, tout ça. Donc Da Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Donatello, etc. Donc étaient, par exemple, reliés donc à ce système de commande. Du côté anglais, ce sont les Tudors qui sont emblématiques de cette époque-là et qui sont vraiment restés dans notre imaginaire, là aussi avec quantité de séries télé, etc., et aussi avec le scandale de l'abus de pouvoir, de la sexualité trouble, les rapports de domination, donc là avec toujours ce côté très sinistre relié à la dynastie Tudor, donc Henri VIII et ses différentes femmes qu'il a successivement exécutées pour pouvoir marier une nouvelle épouse, toujours à la quête d'une progéniture masculine qui à l'époque pouvait assurer le pouvoir de la continuité de la lignée, donc une logique très, très explicitement patriarcale qui, ironiquement, va déboucher au contraire sur la promotion après quantité de péripéties. Si vous avez vu les films, les séries, etc., vous êtes un peu au courant de ces péripéties, assez rocambolesques et romanesques. Mais à la fin, l'ironie, c'est que ça va être donc une reine et pas n'importe laquelle. C'est donc Élisabeth Ier, la grande reine de l'histoire de l'Angleterre, la grande reine de la Renaissance anglaise. Et donc, c'est assez ironique donc, que toutes les tentatives et toutes ces exécutions, etc., toutes les tentatives d'avoir un héritier mâle ont résulté dans cet effet qui a énormément changé d'ailleurs la logique de la représentation du pouvoir, etc. Donc là, vous avez à nouveau le jeu de transformation de portraits qui eux-mêmes étaient déjà esthétisés, puisque les peintres osaient rarement, ça commencera dans les pays nordiques et pas du tout dans les milieux princiers, mais dans les milieux bourgeois, que les peintres vont commencer à peindre de façon extrêmement réaliste, bon, avec toute l'ambiguïté du terme en esthétique, mais bon, disons le sens commun appliqué au terme de réalisme, en insistant par exemple sur les défauts de la peau, des verrues, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important dans les pays nordiques sous l'influence du protestantisme et dans les milieux bourgeois. Alors que là, ce qu'on a, c'est beaucoup des portraits, pour ce qui est des rois, etc., qui sont des portraits évidemment flatteurs. Donc, il y avait déjà un processus
d'esthétisation à l'œuvre, voire d'érotisation. On est dans un processus qui est quand même proche de celui de la création des stars et des sex symboles contemporains. Mais ce qui est complètement renforcé, justement, dans les séries contemporaines, où on a souvent totalement aux dépens et au mépris de l'histoire, dans le sens que, par exemple, on a souvent des acteurs, des actrices extrêmement jeunes qui jouent des personnages qui, à l'époque, avaient déjà plutôt 50, 60 ans, ce qui, pour l'époque, était déjà très, très vieux et qui, évidemment, étaient des personnes dans un état de santé déclinante, alors que là, on a toujours donc, cette sorte de panoplie de, euh, de jeunes gens séduisants, etc. Donc, ça va de pair avec une sorte d'imaginaire du luxe, de la séduction, etc., qui est associé à ces dynasties et par extension à la Renaissance. Donc, c'est vraiment la Renaissance princière, la Renaissance des riches, la Renaissance des plus fortunés qui continue à attirer l'attention. Autour de certains artistes aussi, il y a toute une mythologie qui s'est créée. C'est le mythe du génie que va avancer l'esthétique du romantisme au XIXe siècle, rétrospectivement, et parmi les grands génies donc qu'on va ériger. Et ça commençait à leur époque, parce que là aussi, le processus de mythification, parfois d'auto-mythification, a commencé avec la promotion de la figure de l'artiste. Et vous savez, nous y reviendrons, mais au Moyen Âge, les artistes étaient globalement anonymes, c'était des artisans. Alors qu'avec la Renaissance, il y a une promotion de l'artiste, l'artiste signe ses œuvres, alors que souvent ce sont des œuvres qui sont des œuvres faites par des ateliers où l'artiste est une sorte de entrepreneur, impresario qui coordonne le travail de quantité d'élèves et prend donc le contrôle un peu esthétique de l'atelier, lui donne son image de marque et se représente donc déjà comme une figure à l'égal, d'une importance égale au roi de l'époque, etc. Donc il y a vraiment une autopromotion, voire une automythification de l'artiste. Alors c'était déjà le cas pour Da Vinci, qui a été vraiment une figure, comme on sait, extrêmement importante, non seulement pour l'histoire de la peinture, mais pour l'histoire de la science, de l'architecture, de l'ingénierie civile, etc., etc. Et donc, c'est un peu cet imaginaire qui est repris dans une série contemporaine, Da Vinci's Demons, où on reconnaît dès l'image de couverture, d'affiche, on reconnaît la célèbre machine volante de Da Vinci. Vous avez ici le kit si vous voulez vous acheter et la construire vous-même, mais c'est évidemment tiré d'un des dessins, des multiples dessins où Da Vinci a imaginé des créations qui allaient mettre encore 4 ou 5 siècles à se réaliser, donc comme la machine volante, le tank, le sous-marin, etc. Donc chez Da Vinci, il y avait vraiment un côté révolutionnaire. Et quand on parle de l'homme de la Renaissance au sens de une sorte de connaissance totale, absolue de tous les domaines, allant de l'art jusqu'à la guerre, puisqu'il a aussi créé des appareils pour les sièges, à la fois pour défendre les forteresses et pour les attaquer, etc. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui était capable à la fois d'équiper les armées et à la fois de peindre la Joconde. Donc, c'est vraiment l'emblème de cette sorte. Et quand on dit en général que c'est une figure de la Renaissance pour qualifier quelqu'un, c'est encore pour vouloir dire que c'est quelqu'un qui est talentueux dans quantité de domaines, qui brasse quantité d'art, de sciences,
etc. Donc, c'est aussi un rêve et aussi un peu une mythification qui a été faite. Alors, cette machine revient évidemment dans un jeu auquel vous avez peut-être joué, Assassin's Creed Renaissance, donc, qui se situe en partie à Florence et où vous pouvez manipuler donc cette trouvaille de Da Vinci. Et on sait que les Montréalais de Ubisoft consacrent une grande partie de leur travail à avoir des consultants historiques pour donner énormément de vraisemblance à leur jeu. Pour ce qui est de la culture matérielle de l'époque. Après, il y a toute une autre question, c'est à quel point est-ce que c'est vraisemblable par rapport aux usages de l'époque, et ça, c'est toute une autre question. Mais on est reconnaissant, encore une fois, le mythe d'une Renaissance extrêmement violente qui allie, et c'est peut-être ça le mythe contemporain de la Renaissance, c'est une sorte d'oxymore baroque, d'union des contraires. C'est à la fois l'extrême sophistication esthétique et l'extrême brutalité. Donc, c'est un peu ça qui articule le mythe encore aujourd'hui. Donc, bon, parmi les grands mythes de la Renaissance que nous avons et que nous reconnaissons toujours, c'est le corps humain selon Vitruve. Alors ici, donc repris en t-shirt, donc qui attribuait donc une sorte de marketisation de la Renaissance. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire dans un t-shirt d'avoir les proportions du corps humain selon Vitruve. C'est une exaltation du fait qu'on commence à observer la nature, et c'est une des grandes transformations de la Renaissance et qui va changer et infléchir le cours notamment de la médecine et de la biologie, le fait qu'on va se mettre à faire des autopsies, ce qui intéressait énormément Da Vinci, alors que c'était interdit par l'Église, etc. Et donc l'idée qu'on redécouvre, et ça c'est un des aspects aussi importants de la Renaissance, la redécouverte de la nature, du corps, du fonctionnement, de l'anatomie, du fonctionnement, la recherche des règles de la nature. Alors, ça se prête évidemment, comme tout ce qui est contemporain. Donc, nous sommes en plein néo-baroque et hyper-modernité néo-baroque. Et ça se prête à toutes les transformations. Ici, nous avons la transformation ironique de l'homme de Vitruve en xénomorphe de la franchise Alien, et avec le jeu donc entre l'altérité et l'humanité, le monstre, l'autre et le soi. Autres icônes qu'on reconnaît immédiatement comme des sortes de figures canoniques, donc le David de Michel-Ange de 1501, de début XVIe siècle, et donc avec tous les mèmes qu'il y a eu autour de la pandémie, de la Covid, avec le confinement, etc. Donc ça a été un sous-genre des mèmes du confinement. C'était l'idée qu'on passe d'un corps absolument idéalisé masculin, très érotisé. Donc, chez Michel-Ange, il y a toujours cette fascination homoérotique pour le corps masculin, et c'est une époque qui a été importante dans l'histoire de l'homosexualité, du fait que beaucoup de ces artistes étaient de façon assez notoire homosexuels, mais aussi qu'ils ont un peu établi des codes esthétiques qui vont marquer l'histoire de l'art gay pendant très, très longtemps. Et donc ici, le fait que l'emblème de l'extrême beauté masculine qu'incarne le David, avec ce déhanchement alexandrin repris de l'Antiquité, de la statue antique par Michel-Ange, et sa transformation donc un peu euh, grotesque dans le même.
La récupération constante d'autres icônes, donc d'autres icônes qu'on reconnaît automatiquement, c'est la naissance de Vénus, donc fin 15e siècle, de Botticelli, ici reprise par les Simpsons. Et donc là aussi, un autre élément totalement canonique, cette fois-ci de la beauté féminine. On reconnaît aussi la figure du déhanchement. On retrouve, après des siècles, le nu. Autant pour le David que pour la naissance de Vénus, la Renaissance redécouvre et fait renaître le corps humain nu dans la représentation. Alors qu'au Moyen Âge, la nudité, sous l'influence de la réaction chrétienne contre l'art païen, à la fin de l'Empire romain, sous cette influence-là, au Moyen Âge, la nudité était exclusivement réservée aux représentations de la damnation. Donc, sexualité, corporéité, féminité et damnation étaient associées dans l'art médiéval, et les personnages nus étaient représentés comme ceux qui étaient en train de subir donc les tourments des flammes de l'enfer. Alors qu'ici, on a une exaltation et aussi une volonté de restituer la grâce du corps humain sous la version masculine et féminine. Et c'est resté aussi comme des emblèmes, alors évidemment rendus totalement kitsch ici par les Simpsons, et c'est un des sorts subis par ces figures hyper canoniques qui sont devenues tellement trop familières et qui du coup sont devenues pratiquement du domaine du kitsch. Alors, les quantités de variations sont infinies et vous avez quantité de mèmes qui circulent, qui reprennent donc ces figures, alors de manière évidemment ironique. Et le mème s'appuie toujours sur des choses très aisément reconnaissables et pour créer souvent des effets de juxtaposition. L'autre grande figure donc aussi de la Renaissance, et vous voyez que c'est surtout des références soit du côté des dynasties pour ce qui est des enjeux romanesques, soit du côté des grandes œuvres d'art, notamment picturales, qui semblent résumer une époque, un état d'esprit, une vision du monde. Donc là, c'est la Joconde, début du XVIe aussi, de Da Vinci évidemment, et avec une des créations virales d'Internet, le Hobbies Cat. Et donc, la Joconde s'est prêtée à toutes les variations, de par l'énigmaticité même de cette peinture. Donc, on a énormément glosé sur son aspect androgyne. Est-ce qu'au fond, c'est un homme? On a beaucoup glosé sur l'énigme du sourire très, très léger. De quoi sourit-elle? Est-ce que donc le secret de Mona Lisa, ça a été quelque chose qui a fasciné depuis des siècles. Historiens d'art, artistes, écrivains, etc. Grand public, on a toujours dans le Louvre un attroupement absolument démentiel et il y a beaucoup de photos sur Internet qui sont comme des sortes de mèmes de la viralité elle-même de l'image dans la visite au Louvre, des gens qui visitent le Louvre que pour voir la Joconde. Et le fait que depuis très longtemps, on a fait des parodies de la Joconde. Et la plus connue dans l'histoire de l'art, c'est peut-être celle de Duchamp. Mais le fait de mettre des moustaches, etc., sur la Joconde, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Donc, de par le statut, encore une fois, à la fois canonique et énigmatique. La dernière scène de Da Vinci, le dernier repas, aussi énormément connu, qui a connu une sorte de regain d'intérêt viral avec le succès du Da Vinci Code de Dan Brown, qui fait du tableau de Da Vinci un des signes du secret donc de la tradition de Marie-Madeleine
etc. Donc, bon, le mime, vous savez tous que vous avez regardé le tableau après avoir lu le livre. Et ici, justement, le fait que Judas est transformé, donc, et l'irruption donc de l'imaginaire de Marie-Madeleine dans la scène. Autre emblème de la… Et donc là, vous voyez que nous avons différents registres de la Renaissance qui sont retenus, parce qu'il y a le registre de l'esthétique absolue, de la nudité, de la connaissance du corps humain, etc. Il y a le registre d'une nouvelle religiosité. La Renaissance, c'est l'époque à la fois de la naissance du protestantisme et à la fois celle de la contre-réforme catholique. Donc, c'est vraiment une époque charnière pour le christianisme et c'est aussi une refondation des mythes et des icônes de la religion chrétienne. Et à la fois, c'est la renaissance de la philosophie ancienne, de l'Antiquité, et cela est repris par un célèbre tableau aussi de Raphaël, l'école d'Athènes, début XVIe siècle aussi, qui, elle aussi, se prête à quantité de reprises, de modifications. Là, vous avez Bernie Sanders en mitaine, donc un des memes récents du web, qui apparaît au milieu de ce célèbre tableau qui représente en fait donc les différents philosophes de l'Antiquité, avec au milieu Platon qui pointe du doigt vers les cieux, les idéaux, le monde des idées, etc. Et Aristote qui pointe vers le bas, donc l'analyse de la nature, physis, ici-bas, et donc opposition iconique extrêmement puissante pour refléter donc les grandes différences entre ces deux pensées qui ont littéralement articulé l'histoire de la pensée occidentale, la pensée platonicienne et la pensée aristotélicienne. Et donc cette reprise, à chaque fois qu'on fait des memes, donc là en Lego, il y en a plein d'autres, reprise donc de cette sorte de double jeu entre la Renaissance et l'Antiquité. La Renaissance, dans ce tableau de Raphaël, est en train de réinventer l'Antiquité et au fond, c'est une sorte de who's who de la philosophie antique. Il y a les cyniques, il y a les stoïciens, il y a les épicuriens. C'est comme une sorte de condensé de la pensée de l'Antiquité dans une seule image. De la même façon que la dernière scène concentre tout le monde des évangiles. Là, c'est le monde des idées tel que la Renaissance l'a redécouvert. Et vous voyez que l'association entre la redécouverte de la pensée antique et la redécouverte des formes antiques, donc à la fois de l'architecture, de la sculpture. Et ça aussi, c'est devenu kitsch, puisque à force de connaître cette image, une sorte de décalage aussi contemporain par rapport à la solennité et, et à l'autorité qu'avaient ces figures-là pendant des siècles après la Renaissance. Ils sont ici revus de manière ironique. Autre image absolument fondamentale de la Renaissance, la création d'Adam donc dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange, qui est aussi une représentation à la fois du corps humain, masculin, encore une fois érotisé, cette fois-ci non seulement le premier homme, Adam, mais la figure de Dieu lui-même, représentée de manière totalement anthropomorphisée, et la création donc de l'humain à travers cette figure visuelle très forte des deux doigts, le doigt de Dieu, de la main de Dieu qui anime la terre pour en faire donc le premier homme. Alors cette image extrêmement primordiale est elle aussi reprise sans cesse
soit par les Simpsons, par Coca-Cola, soit par des mélanges entre les monstres de Stephen King, comme vous avez ici. Évidemment aussi, un des vecteurs ironiques de la Renaissance, ce sont les Tortues Ninja avec Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphaël, donc chacun une des grandes figures de la Renaissance. Et il y a aussi quantité de mèmes qui circulent sur ça. Alors là, on a une vision un peu ironique du culte du génie, justement, qui est le culte de l'artiste et le culte de l'artiste génial de la Renaissance comme emblème absolu de l'excellence humaine, le parachèvement de esthétique de l'humanité, repris par ces créatures donc hybrides qui vivent donc dans les égouts de New York, ce qui a donné la version Epic Battles of Rap. Bon, vous connaissez cette émission virale où différents personnages s'opposent et je vous invite à voir donc l'épisode d'opposition entre les Tortues Ninja et leurs référents de la Renaissance. Erasme est devenu aussi une figure absolument iconique avec le programme Erasmus à l'échelle européenne qui permet donc qui est devenu une sorte de révolution culturelle en soi, puisque nous avons tous fait en Europe depuis ma génération, on a tous fait Erasmus à un moment ou à un autre de notre vie et que maintenant il y a Erasmus Mundi qui permet donc de faire des échanges d'étudiants un peu partout dans le monde. Et justement, cette idée de créer une Europe vraiment unie par le fait que les gens vont se rencontrer. Et d'ailleurs, Umberto Eco, qui avait participé, avait formulé le vœu de créer justement des couples interculturels à l'intérieur de l'Europe pour finalement, c'est le grand rêve européen de finir avec les guerres européennes qui ont détruit l'Europe pendant des siècles. Et cette idée que la seule alliance possible de l'Europe, c'était une alliance par le fait d'avoir des amis, des conjoints, des partenaires, etc., d'un autre pays et d'avoir une connaissance qui a créé des liens, et ça c'est tout à fait vrai, ça a créé des liens inédits entre les pays européens. Et maintenant, on a vraiment des gens en Europe qui ont passé une partie importante de leur vie dans un autre pays européen, etc. etc. Et c'est sous l'égide de ce grand humaniste, donc Erasme de Rotterdam, qui a été un peu à lui seul l'incarnation de la révolution culturelle des humanistes de la Renaissance et qui a lui-même été une figure pan-européenne puisqu'il a vécu dans quantité de pays, il a été traduit dans quantité de langues et il a eu une influence énorme sur l'ensemble de l'Europe. Donc, la Renaissance virale ou mémétique, donc viralisée ou mémifiée, obéit à la fois à un régime de pastiche ironique, comme on a vu, hérité du tournant postmoderne des années 1970-80, et d'un nouveau régime d'historicité, qualifié par François Hartog comme ce qu'il nomme le présentisme, donc l'obsession contemporaine pour le présent, et qui érige le présent en valeur absolue. Donc, on est dans une époque vraiment chronocentrée et nous jugeons l'histoire par rapport à nos propres critères de notre présent. C'est quelque chose qui a toujours fonctionné dans l'histoire de l'humanité, mais qui est maintenant, selon Hartog, devenu une véritable idéologie, par rapport auquel, donc, ce présent, le passé ne peut être perçu qu'à travers le filtre du contemporain, au risque même de se trouver globalement disqualifié. Et c'est une des tendances actuelles que de considérer que à peu près toute l'histoire de la culture européenne, c'était un ramassis de mensonges, de domination masculine, raciale, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette idée que par rapport à des valeurs contemporaines,
on juge le passé et que le passé ne peut plus être présenté que par rapport à ses valeurs contemporaines. Donc, c'est un moment où il est intéressant de comprendre ça et où il est aussi urgent d'essayer de comprendre l'histoire pour elle-même, c'est-à-dire ce que l'historiographie au XXe siècle a essayé de faire, c'est-à-dire de dire, bon, mais ne soyons pas anachroniques. La déontologie de l'historien, c'est d'essayer de restituer une époque et non pas de projeter nos idées sur cette époque-là. Et donc, par rapport à cette tradition, illustrée notamment par tous les grands historiens du XXe siècle, Braudel, Lucien Febvre, etc., nous sommes dans une sorte d'impasse où nous ne voyons du passé que ce que nous voulons voir et le reste nous gêne, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important quand on aborde la Renaissance, c'est de vouloir savoir si ce qu'on veut, c'est tout simplement dénoncer les aspects de la Renaissance qui ne plaisent pas à nos valeurs contemporaines, ou si on veut essayer de comprendre l'univers, la cohérence historique de la Renaissance. Mais donc, voilà quelque chose d'important aussi pour ce cours-ci et aussi en général pour travailler sur d'autres époques reculées qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que les nôtres. Cette prolifération d'images kitsch et kitschifiées, le canon esthétique occidental devenu un simple réservoir de clichés, peut donner une fausse impression de familiarité avec la période. Donc, on peut penser que, avec toutes ces choses qu'on a vues, que grosso modo, on connaît un peu la Renaissance, malgré le rapport de distanciation qui est soit ironique, donc amusé ou critiqué, ou de bivalence, donc fascination, rejet, comme on a vu pour les séries télé. Donc, on a cette impression qu'on connaît, mais en fait, on est surtout marqué par une relation de distanciation totale, soit du côté de l'ironie, soit du côté d'une sorte de fascination trouble, voyeuriste, du côté des séries. Or, au niveau même de la culture visuelle, qui est un des grands vecteurs de la Renaissance à l'époque contemporaine, on constate une double occultation. Ces images ne sont plus du tout comprises dans leur contexte culturel original et, par ailleurs, ce tri sélectif d'images opère une simplification radicale de la période. Ainsi, pour reprendre la naissance de Vénus donc, de Botticelli, peinte autour de 1485. Du point de vue iconographique, et ça va être important, c'est une des distinctions essentielles dans l'histoire de l'art entre iconographie et iconologie. Iconographie, c'est grosso modo ce que ça représente visuellement. Iconologie, c'est ce que cela peut bien signifier. Donc, du point de vue iconographique, l'action, je cite donc à partir d'un des nombreux articles que vous trouvez en ligne consacrés au tableau. D'un point de vue iconographique, l'action du tableau est devenue difficile à comprendre. Elle ne raconte en effet pas la naissance de Vénus dans l'écume de la mer comme l'indique à tort le titre, et ce n'est pas le titre que lui a donné Botticelli, c'est un titre qu'on lui a donné au XIXe siècle. Donc déjà, il y a un petit décalage qui se crée au XIXe siècle. Ce n'est pas l'essence de la naissance de Vénus, c'est plutôt son arrivée après sa naissance sur l'île de Cythère que Botticelli a représentée. La déesse est représentée sous les traits de la Vénus pudica, donc qui est une figure de Vénus reprise de l'Antiquité, qui couvre sa nudité de la main et de sa longue chevelure blonde. Vénus se dresse dans un grand coquillage, conduite vers le rivage par le souffle de Zéphyr, le vent fécondateur, enlacée par la nymphe Chloris, symbole de l'amour physique, au milieu d'une pluie de roses. Lorsqu'elle va poser le pied à terre, une nymphe, l'une des heures, donc la représentation mythologique des heures, chaste servante de Vénus, richement vêtue et parée de guirlandes de roses et de myrte, l'accueille avec un vêtement pourpre constellé de fleurs. Donc ça, c'est une première description. D'où vient cette représentation? Elle est ancienne et comme les peintres de la Renaissance, Botticelli a une grande connaissance non seulement
de la peinture, mais une grande connaissance de la culture antique qui est devenue la base de l'humanisme. Alors, Homère, comme Hésiode, avait qualifié la déesse née de la mer, Aphrodite Anadyomène, de belle et pudique dans son hymne homérique d'Aphrodite. Ces hymnes venaient d'être redécouverts à l'époque de Botticelli et il a pu sans doute les consulter puisqu'il était lui-même, il faisait partie de l'élite de la crème de la crème de la culture florentine de l'époque. Ils seront imprimés 3 ans plus tard par un des intellectuels grecs qui vient de Constantinople après la chute de la ville. Escorté non par l'amour et le désir, mais par un zéphyr, un vent, il est accueilli sur les rives de l'île par les heures, déesse des saisons. C'est Aphrodite, la belle, la vertueuse que je veux chanter, le souffle du vent d'ouest l'a portée, de l'écume jaillissante et par-dessus la mer profonde, jusqu'à Chypre, son île, au rivage frangé de vagues, et les heures couronnées d'or l'ont accueilli avec joie. Donc c'est cet épisode-là, concrètement, que Botticelli est en train d'illustrer. Selon Aby Warburg, un des grands historiens de l'art début du XXe siècle, la naissance de Vénus aurait été directement inspirée plutôt par un passage des Stanze per la Giostra d'un des grands poètes de la Renaissance italienne, Ange Poliziano, donc écrit en commémoration d'un tournoi allégorique des Medici, dans lequel le poète décrit une scène gravée sur un portail du palais de Vénus. Je ne vous cite pas, vous pouvez le lire à l'écran, le poème de Poliziano et un peu la reprise un jeu d'intertextualité déjà avec les hymnes. Ainsi, on y retrouve le personnage de Zéphyr, dont le souffle pousse la déesse vers le rivage, où les heures l'accueillent. Ce qui distingue le tableau écrit Élisa Lachapelle dans La naissance de Vénus, donc la représentation d'un mythe, ce qui distingue le tableau de Botticelli des deux récits littéraires repose dans la présence d'un personnage féminin soutenu par Zéphyr, sa compagne Chloris. Le poète romain Ovide rapporte qu'après l'avoir violée, le vent l'a pris pour épouse et fidèle la déesse des fleurs, appelée Flore, et le fait qu'il n'y a qu'une seule heure qui attend Vénus sur la terre ferme. Et c'est probablement représentation du printemps, de par les fleurs dans sa parure. Alors, il y a dans l'œuvre de Botticelli aussi des références non seulement à des textes anciens et contemporains, mais aussi à des sculptures et des peintures, puisque les peintres de la Renaissance sont justement en train de faire renaître l'esthétique classique des anciens, et ils sont en train de faire un travail d'archéologue, ils sont en train de retrouver, d'exhumer des œuvres que le Moyen-Âge avait totalement ignorées, que ce soit donc cette peinture de ce qu'on appelle la Vénus des Médicis, puisque c'est les Médicis qui l'avaient, une peinture qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, et que les Médicis ont remis à l'honneur dans leur jardin, et que Botticelli connaissait donc évidemment de première main. Mais aussi, du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est Aphrodite Anadyomène de la maison de Vénus, donc de Pompéi, une mosaïque qu'on avait aussi redécouvert et où vous voyez donc une Vénus représentée donc comme née des eaux dans sa coquille. Donc, jeu aussi de références iconiques et visuelles. Pour ce qui est de l'interprétation iconologique, donc qu'est-ce que Botticelli est en train de représenter? Parce que là, on a défini, c'est le premier travail, c'est on décrit le tableau, mais on le décrit pas juste, bon, c'est comme ce qu'on voit une femme sur un coquillage, mais dans l'iconographie, on essaye de décrire qu'est-ce qui se passe réellement dans le tableau, c'est-à-dire quels sont les personnages qui sont représentés. Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Hercule? Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est… etc. Donc, dans l'iconographie, vous devez déjà savoir reconnaître la scène qui est représentée. Mais ensuite, il faut savoir qu'est-ce que représente cette référence picturale. Et donc, quels sont les différents niveaux de signification du tableau.
Alors, Nicole Lévy-Godchaux analyse la naissance de Vénus à la lumière du néoplatonisme humaniste, donc la reprise par les humanistes de Platon. Elle défend qu'à l'instar de ce que Platon affirme dans Le Banquet, les humanistes associent le beau à l'accession au bien suprême et à la vérité absolue, distinguant deux Vénus, une terrestre associée à la beauté corporelle et une céleste associée aux choses de l'esprit. Ainsi, la naissance de Vénus nous permet d'admirer la Vénus céleste qui sort de l'onde, toute pure et virginale. Mais une fois qu'elle a touché terre, vêtue du manteau que lui tend l'heure, elle devient la Vénus terrestre. Alors, l'élément clé dans l'analyse, ce serait le personnage féminin qui souffle avec Zéphyr sur la déesse. Dans Phèdre, Platon avance que l'âme a des ailes et s'élève jusqu'à ce qu'elle les perde et prenne un corps terrestre qui devient alors un être vivant mortel, une reprise de la théorie de la métempsychose, de la réincarnation. De plus, il affirme que l'âme doit avoir vu la vérité avant de s'incarner. Le peintre a choisi donc de représenter le moment précédant l'incarnation de l'âme, durant lequel elle contemple la beauté divine de Vénus. L'âme, sur le point de perdre ses ailes, se cramponne à Zéphyr et se dirige sur la terre ferme en même temps que la déesse. À son arrivée, Vénus revêtira le manteau qui cachera sa divine splendeur pour devenir la Vénus terrestre, appelée souvent par les auteurs Venus Humanitas, celle qui veille sur les amours humaines. Tout en reconnaissant l'influence néoplatonicienne, donc, Jane Long, dans Botticelli's Birth of Venus as Wedding Painting, considère qu'il s'agit davantage d'une référence à la tradition de l'épithalame, c'est-à-dire la célébration d'un mariage. Ces poèmes faisaient référence à Vénus en tant que patronne du mariage, la Vénus terrestre qui rend le corps fertile et le stimule dans le but d'avoir un mariage heureux et fructueux menant à la procréation. Donc l'idéologie totalement chrétienne du mariage. Le tableau aurait alors été commandé à Botticelli par Lorenzo Laurent de Medici pour l'offrir en cadeau de mariage. Long explique que la Vénus de Botticelli est représentée de façon assez suggestive, dans une pose accentuant ses courbes, ses mains qui doivent cacher ses seins et son sexe y attirent davantage l'attention qu'elle ne le cache. Donc, elle représenterait plutôt l'arrivée de Vénus représentant l'arrivée de la mariée dans le lit nuptial. Pour d'autres historiens, il s'agirait d'un hommage à Simonetta Vespucci, l'épouse d'un marchand florentin. Proclamée reine de beauté, elle fut le personnage principal d'un tournoi organisé 10 ans avant le tableau par Giuliano Medici. Et les exégètes conclurent qu'il y avait eu une liaison amoureuse entre Giuliano et Simonetta, il pourrait s'agir donc d'un jeu complexe de référence à cette relation d'un Medici avec cette sorte de modèle de Vénus, jouant par ailleurs sur d'autres références à l'Antiquité, notamment à un tableau qui aurait représenté Vénus pour représenter la maîtresse d'Alexandre le Grand. Donc, il y aurait une triple célébration allégorique. Laurent en Nouvelle Alexandre, Simonetta en Nouvelle Pancaspe, Botticelli en Nouveau Appel, la grande figure du peintre de l'Antiquité, et Florence comme une nouvelle Rome. Et les lauriers seraient des références à Lorenzo, évidemment, de même que les fleurs évoqueraient Florence, Florencia. Donc, triomphe du paganisme érudit, articulé autour d'une série de références intertextuelles et intericoniques, à déchiffrer par un public restreint, résolument élitaire, et donc qui doit connaître ces références pour comprendre le tableau, et avec des allusions aussi codées aux propres membres de cette élite, donc des jeux de références à reconnaître les personnages, les allusions, etc. Mais aussi triomphe du corps, bien qu'idéalisé. On a souvent signalé qu'il y a une déformation anatomique de Vénus dans Botticelli, mais c'est parce que c'est la reprise des codes antiques, et notamment donc de la Vénus de Medici, qui s'impose plutôt qu'une volonté réaliste de restitution du corps. Il s'agit d'une des premières célébrations picturales du nu féminin, alors que le premier nu masculin, c'était le jeune David, non pas de Michel-Ange, mais un siècle auparavant de Donatello, donc modelé d'après nature en 1430.
Que 50 années se soient écoulées entre cette œuvre et la naissance de Vénus montre que les tabous instaurés par un christianisme hostile au corps pesaient davantage sur la représentation du sexe féminin. Pendant longtemps, seules des Èves pécheresses à la pomme et au serpent osaient se représenter dévêtues dans les œuvres d'art pour être bientôt punies et chassées du paradis, courbées de honte. Donc là, on a une inversion aussi d'une tradition picturale. Donc vous voyez qu'on est loin pour la peinture de la Renaissance d'une sorte de familiarité qui nous permettrait au premier abord de comprendre de quoi il s'agit. Si on ne fait pas tout ce travail d'exégèse, etc., on passe vraiment à côté de ce que le tableau signifie et on n'a qu'une image qui, évidemment, devient un peu ridicule, un peu kitsch par notre méconnaissance de ces éléments principaux. Mais voici une autre œuvre, beaucoup moins connue du grand public, de Botticelli, pourtant importante aussi. Et là, nous avons la question du tri sélectif. Pourquoi nous avons gardé certaines œuvres? Pourquoi nous en avons fait des canons esthétiques? Et pourquoi nous avons ignoré, oublié, voire peut-être même passé sous silence certaines autres œuvres. Ici, c'est une œuvre beaucoup plus brutale, où le corps de la femme est totalement violenté. C'est l'histoire de Nastagio degli Onesti, donc 1483. Et elle s'inscrit dans une série de fresques où il y a une image encore plus brutale qui suit. Il s'agit d'une commande de Laurent de Médicis pour un cadeau nuptial, encore une fois, mais totalement différent à l'autre. C'est donc la série des 4 panneaux, probablement destinés à la tête d'un lit nuptial, ce qui pour nous serait totalement macabre, mais qui pour l'époque avait un certain sens. Le sujet iconographique illustre une nouvelle du Décaméron de Boccace, donc l'œuvre du XIVe siècle qui, en grande partie, a inauguré la nouvelle européenne moderne et aussi, au fond, a semé les bases de ce qui deviendra le roman occidental, qui se présentera en première forme, souvent sous une forme d'accumulation de nouvelles. Et il correspond à un sous-genre qu'on appellera par la suite les histoires tragiques. Alors voici l'histoire pour comprendre l'iconographie. Donc déjà, de quoi ça parle le tableau? Donc Nastagio degli Onesti est un noble de Ravenne devenu très riche à la suite de la mort de son père et de son oncle. Il tombe amoureux d'une jeune fille d'une famille encore plus noble qui le repousse brutalement. Ne pouvant l'oublier, Nastagio commence à la haïr, ce qui le pousse à essayer de se suicider plusieurs fois sans succès. Voyant que Nastagio est en train de perdre son patrimoine et sa dignité, ses amis et ses parents lui conseillent de quitter Ravenne afin d'oublier cet amour non partagé. Un vendredi de mai, Nastagio, se promenant dans un pinède, voit une jeune fille nue en larmes, poursuivie par 2 chiens qui la mordent et par un chevalier noir qui la menace de mort. Nastagio cherche à la défendre, mais le cavalier lui raconte qu'autrefois il avait aimé à la folie cette fille qu'il chasse si cruellement, mais comme celle-ci n'avait pas répondu favorablement à son amour, il s'était suicidé. Quand la jeune fille mourut, sans aucun regret pour le tourment qu'elle avait infligé à son amoureux, elle a été condamnée avec lui à la peine cruelle de la chasse. Tous les vendredis, la jeune fille devait subir l'assassinat et la recomposition de son corps pour autant d'années correspondant au nombre de mois de refus de l'amour de son prétendant. Se soumettant au vouloir divin, Nastagio assiste à la scène où le cavalier éviscère la jeune fille et donne son cœur à manger aux chiens. Aussitôt, celle-ci ressuscite et la chasse infernale recommence, finissant par disparaître du regard de Nastagio qui décide donc, le vendredi suivant, d'organiser un banquet au même endroit dans le bois, invitant ses parents et la jeune fille. Et comme prévu, à la fin du repas, la scène violente se répète. On est vraiment face à un phénomène surnaturel, la représentation de 2 fantômes, et c'est une des premières représentations à la fois d'une extrême violence misogyne et de l'irruption du surnaturel dans la vie quotidienne des personnages de la littérature européenne. Et comme prévu, donc, la scène se répète et le cavalier explique aux convives ce qui est en train de se passer, de la même manière qu'au fond, le tableau nous présente de manière énigmatique et sollicite le fait d'avoir lu le texte de Boccace pour comprendre la scène. La jeune fille, donc aimée de Nastagio, se rendant compte du parallélisme avec son histoire et de peur de subir le même sort, change d'attitude et consent à le marier.
Le dimanche suivant, changeant sa haine en amour, il se marie et depuis lors, toutes les femmes de Ravenne, dit Boccace, apprennent à être plus gentilles envers leurs amoureux. Donc là, on a vraiment une mise en scène et une mise en garde du rôle dominé des femmes qui doivent apprendre de cette scène, de cette histoire tragique et macabre, leur rôle dans le système patriarcal des alliances. Nous avons ici une des premières illustrations de la scène dans un vieux manuscrit donc, du Décaméron de Boccace. Il s'agit d'une monstrification de la tradition courtoise, puisque dans la poésie courtoise, il était établi que la femme aimée était inaccessible, elle était mariée, et le poète subissait souvent le dédain de cette femme, qui le motivait à écrire le poème, qui était une tentative de s'approprier la scène du fantasme et du langage, s'approprier donc la femme impossible dans la scène du fantasme et du langage. Et cette monstrification, donc cette idée de montrer une sorte de dynamique sadomasochiste qui sous-tend la tradition courtoise et ce que l'on nommera donc de nos jours la violence de genre. Et Georges Didier Huberman, le grand philosophe et historien de l'art contemporain, consacre un livre à cette scène qui s'appelle « Ouvrir Vénus, nudité, rêve, cruauté ». Et il se pose la question fondamentale, pourquoi la jeune femme pourchassée est-elle nue? Boccace insiste sur ce point. Il faut que cette belle fille aux longs cheveux roux, comme la Vénus des Uffizi, de la naissance, qui trône au centre de chaque scène, soit nue. Pourquoi? Pour attirer le regard, susciter l'empathie, mais aussi montrer l'horreur, ce qui se dérobe au regard. Donc, la jeune femme est encore plus nue sous la violence et il y a la scène, donc, Ouvrir Vénus, qui donne le titre de Didier Huberman. En ouvrant le monde, en mettant l'être en mouvement, la nudité ouvre aussi, non sans cruauté, le corps à la blessure et au désir. Ici, le désir est clairement directement sexuel. Pour représenter la scène, il faut la séparer de tout affect. Dans le deuxième panneau, au corps blessé de la femme répond une brisure entre les arbres. Dans le même espace clivé, menacé par l'informe, il faut que la pulsion de mort puisse se dérouler implacablement. On nous raconte que les deux revenants ont été damnés car ils n'ont pas su se réconcilier de leur vivant. Contre sa volonté, le jeune homme est éternellement voué à châtier la jeune fille. Les vivants sont invités à casser cette répétition éternelle. C'est la fonction du mariage. Mais qui nous assure que ce sadomasochisme ne se poursuivra pas sur d'autres terrains après le mariage? Didier Huberman en tire argument pour proposer une autre conception de la nudité à l'époque de la Renaissance. Voilà bien le nu en tant que forme d'art inquiété par un retour d'angoisse, forcément emphatique. C'est la nudité ouverte, affolée, puis martyrisée de cette belle victime qui aura fait imploser en plein cœur de la Renaissance florentine le nu en tant que genre idéal des beaux-arts. En associant nudité, rêve et cruauté, une vision moderne de Botticelli est de la sorte sollicitée. La nudité y perd le peu de vêtements qui pouvaient encore la recouvrir, à savoir la peau même du modèle. Il ne reste plus qu'à aller voir du côté des anatomistes pour ouvrir le corps nu, d'où le titre, afin d'en libérer les viscères abdominaux. Et Didier Huberman associe le tableau de Botticelli avec les planches des anatomistes qui étaient en train de réaliser les premières dissections. Donc là, c'était tiré du compte-rendu de Goville, donc Vénusection, la déesse révisitée à travers Freud et Sade. Donc là, vous avez la couverture du livre de Didier Huberman, qui est un livre vraiment très intéressant aussi, de relecture justement des codes esthétiques de la Renaissance. Et pourquoi nous n'avons gardé que la représentation de la naissance de Vénus, et alors qu'au même moment, Botticelli peint aussi cette vision noire de la représentation. Et là aussi, ce sont des choix esthétiques que les époques font. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on considère qui est canonique? Qu'est-ce qui pose plus problème? Etc., etc. Alors,
Aussi, bon, la Renaissance, toujours cet imaginaire donc des grandes figures lumineuses, solaires, rayonnantes, mais la Renaissance, c'est aussi une époque de énormément d'angoisse, de représentation du macabre. C'est notamment à la même époque, strictement la même année, Botticelli peint la naissance de Vénus. Nous avons ici Giacomo Borlone qui peint le triomphe et la danse de la mort, donc un des grands thèmes qui a associé la peste noire, donc cette autre grande pandémie. Maintenant que nous sommes en pandémie, nous revisitons aussi l'histoire des épidémies et des pandémies et l'influence culturelle que ça a eu. Mais la peste noire a eu une influence décisive. Et d'ailleurs, pour certains, la peste noire aurait marqué la fin du Moyen-Âge et le début du monde moderne. Mais donc aussi une représentation ici qu'on n'associe pas avec la Renaissance a priori. Donc quand on parle de Renaissance, on n'a pas cette image en tête alors qu'elle est strictement contemporaine et qu'elle fait tout aussi partie du réservoir visuel, mental de la Renaissance. Cette image donc de la mort traînant les vivants sous une représentation squelettique qui agresse toutes les conditions, donc que ce soit les papes, les rois, les pauvres, tous sont unis par le fait qu'ils sont destinés à la mort. Pétrarque, donc le grand poète de l'amour dans le Canzonieri, était aussi le peintre, le poète du triomphe de la mort un siècle auparavant. Et nous avons ici une belle représentation typiquement de la Renaissance, où là, pour le coup, nous avons à nouveau une alliance entre l'antique et le médiéval. C'est une sorte de Cupidon qui ici représente donc le triomphe non plus de l'amour que Pétrarque a aussi chanté, mais le triomphe de la mort, puisque ces flèches sont les flèches de la peste, telles qu'elles étaient représentées aussi à l'époque. Et donc, nous avons à la fois cette sorte d'esthétisation très forte et de représentation de la mort très physique et très macabre avec les positions des corps qui d'ailleurs rappellent donc un peu les contorsions soit des blessés à la guerre, soit des gisants de la peste. Donc, un thème qui va être inlassablement représenté à la Renaissance. Là, c'est une autre illustration, donc plus tardive, du XVIe siècle, 1539, du triomphe de la mort, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup d'éléments que vous reconnaissez, par exemple, la gueule de l'enfer au loin, qui est repris des cathédrales gothiques par les peintres comme Jérôme Bosch, etc. Et une représentation plus brutale aussi. Le sabbat des sorcières, donc autre tableau avec une nudité féminine très différente, directement associée à la sorcellerie, au diable, au maléfice. Et ça aussi, c'est la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, la Renaissance, c'est aussi la période la plus forte de la chasse aux sorcières. Et ce n'est pas quelque chose qu'on associe d'habitude dans l'imaginaire du mythe de la Renaissance, où on s'en tient plutôt aux images encore une fois, beaucoup plus positives, optimistes, etc., qui font aussi partie de la Renaissance, puisqu'il y a eu un rêve un peu utopique à la Renaissance. Mais il y a aussi cette sorte de fascination pour le mal, pour le danger, pour la mort, pour le macabre et les figures de la peur. Alors ici, les sorcières, c'est une des grandes représentations dans l'histoire de l'art de la sorcière, sont en train de se préparer leurs onguents pour aller au sabbat, et non pas sur des balais tels qu'on va souvent le représenter, mais carrément sur le bouc comme animal démoniaque. Et nous avons un mélange d'une certaine érotisation, mais aussi d'un corps assez grotesque, la vieille sorcière, et l'association iconique entre le sexe de la femme, la boîte de Pandore et la boîte de Maléfice et des envoûtements. Donc, encore une fois, un autre imaginaire qui se fait jour. Là, nous avons une représentation d'une exécution de 3 sorcières à la fin du XVIe siècle, donc brûlées vives. Et nous sommes à cette époque vraiment
de la persécution de des, euh, euh, des sorciers et des sorcières surtout, bien qu'au début ce soit quelque chose qui affecte les hommes et les femmes, peu à peu c'est quelque chose qui penche définitivement de par cette association entre féminité et, et le mal, penche vraiment vers un aspect que certains qualifie de gynécidaire, donc vraiment de violence exercée sur sur les femmes. Bon, le crime était resté quand même le crime de sorcellerie et il avait toute une typification juridique très précise pour établir qu'est-ce qui était un acte de sorcellerie ou non. D'ailleurs, il y a aussi des enfants qui ont été brûlés vifs, etc. Mais donc, cette période a aussi son côté extrêmement sombre. La Renaissance, c'est aussi Bosch, justement. Le Jardin des Délices est contemporain de la naissance de Vénus. Certes, on n'est pas dans l'Italie, on est précisément dans une autre Renaissance qui est la Renaissance des pays du Nord. C'est vraiment les deux aires culturelles les plus riches de l'époque. La Renaissance commence d'abord dans les pays les plus riches où il y a le plus de concentration proto-capitaliste de l'époque et où il y a qui se dégage aussi le plus des structures féodales du Moyen Âge. Alors que certains pays sont encore dans la féodalité et des pays comme l'Italie et plus tard la Flandre commencent à être dominés plutôt par des villes et par donc une civilisation urbaine et où la figure des artistes s'affranchit, etc. Bon, toujours est-il que dans les tableaux du Bosch, nous avons une vision de l'humanité qui est beaucoup moins marquée par la référence à l'Antiquité, elle est beaucoup plus marquée par la référence au Moyen-Âge et aux représentations gothiques, les enluminures, les cathédrales, etc., où il y a quantité de figures bestiales, hybrides, monstrueuses, bizarres. Et c'est vraiment cet univers donc ici, une représentation d'une nonne lubrique représentée en truie qui assaillit un homme dont parfois on a fait une sorte d'autoportrait de l'artiste sous les yeux de cette grille, c'est le terme technique pour qualifier cette sorte de créature bizarre. C'est aussi euh, une époque de représentation grotesque. Le titre qui a été attribué par la suite, c'est Vieille femme grotesque ou la duchesse très laide. Alors, nous ne savons pas trop pour ce tableau de Quentin Metsis s'il y avait une volonté purement satirique, ce qui semble bizarre parce qu'à l'époque, les peintres peignaient vraiment d'après commande. Donc, qui aurait voulu faire tout simplement un portrait satirique? Alors, libre à chacun de s'imaginer l'histoire romanesque qu'il peut y avoir derrière cette commande. Est-ce que c'est une représentation tout simplement très réaliste? Comme je vous dis, dans les pays du Nord, il commence à y avoir cette sorte de volonté de représentation hyper réaliste. Euh, euh, ou est-ce qu'il y a un contexte culturel qui nous échappe? C'est aussi l'époque des créations très étranges de Arcimboldo, donc avec ces créatures composites, ici l'hiver qui est représenté par les fruits de l'hiver, et donc la composition, l'amalgame. Nous sommes ici plutôt dans ce qu'on va appeler le maniérisme, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. On parle surtout de la Renaissance maniériste ou du stade maniériste de la Renaissance. L'inquiétude que l'on trouve aussi chez Michel-Ange dans ses dernières œuvres, dans le Jugement dernier. Alors là encore, la représentation des damnés, mais qui est clairement homoérotique, mais dans un contexte très, très ambigu du point de vue est-ce que on est du côté d'une sorte d'exaltation ou est-ce qu'on est du côté de la condamnation du fait que ces corps du jugement dernier
sont-ils promis à la damnation ou non, etc. Et puis surtout, les formes beaucoup plus vertigineuses et tourbillonnantes qui caractérisent le maniérisme. Le maniérisme aussi donc en France, puisque quand en France arrive la Renaissance picturale, c'est surtout sous sa forme maniériste tardive, puisque la Renaissance arrive en France beaucoup plus tard qu'en Italie, et quand la Renaissance arrive en France, ce sont les peintres plutôt maniéristes. Alors un des grands, donc Niccolò dell'Abate, on ne sait pas ce tableau qui a longtemps été attribué à Antoine Caron, on ne sait pas si c'est Niccolò, mais toujours est-il que là encore, une représentation extrêmement violente qui en fait reflète sous le prétexte du retour à l'antique, puisque ça raconte un épisode de la République romaine où il y a eu les proscriptions et il y a eu une sorte de guerre civile dans la Rome de l'Antiquité, mais en étant en train de peindre ça, ce que le peintre est surtout en train de représenter, c'est la violence contemporaine des guerres de religion. Et là, nous avons un tableau d'actualité, si l'on veut, puisqu'il a été peint 3 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et nous avons ici une représentation qui se veut réaliste de ce terrible massacre des protestants par les catholiques à Paris. Donc, on avait fermé les portes de la ville et on avait tué tous les protestants ou ceux qu'on accusait d'être des protestants. Donc, voilà aussi encore une image qui n'est pas celle que la culture pop commune associe à la Renaissance et qui pourtant est tout aussi caractéristique de l'époque. Et enfin aussi, les représentations des violences coloniales. Donc, nous avons ici un des plus célèbres gravures de l'époque, c'est celle que fait Jean-Théodore de Brie à partir du célèbre livre de Bartolomé de las Casas, Brevissima relación de la destrucción de las Indias, donc la relation de la destruction des Indes, que Las Casas avait écrit pour dénoncer les atrocités de ses compatriotes qu'il avait vues de première main ayant été donc en Amérique parmi les premiers, et où il raconte notamment comment les Espagnols utilisent les chiens de chasse pour tuer, voire dévorer les autochtones, donc ce qu'on appelle à tort les Indiens, puisque d'après l'erreur qui faisait qu'on était en train de se rendre aux Indes, que Christophe Colomb croyait être arrivé aux Indes et non pas en Amérique, et c'est resté donc cette sorte d'erreur très eurocentrique comme dénomination. Et donc ici, nous avons une représentation extrêmement polémique de cette violence coloniale. Là, nous avons un marché d'esclaves à Alger, puisque Alger était un des centres du trafic d'esclaves. Alors, les esclaves, toutes catégories confondues, puisque pendant toute cette période, il y avait aussi tout un esclavage des chrétiens par les musulmans, donc dans le contexte des guerres de la Méditerranée, des côtes de ce qu'on appelait la barbaresque. Et Cervantes, l'auteur du Quichotte, a notamment été vendu dans cette même place et il a été esclave donc après sa capture par des pirates barbaresques. Donc c'était un immense trafic d'hommes, notamment d'hommes et de femmes et d'enfants, et notamment aussi les populations slaves. Les populations du nord de l'Europe étaient très souvent réduites en esclavage. Et il y a un tournant qui est en train de s'opérer avec le trafic avec l'Amérique, qui va infléchir les routes de l'esclavage et qui va surtout s'abattre sur les populations africaines. Et où tout à coup le trafic d'esclaves africains vers l'Amérique va devenir quasi industriel. Donc un changement d'échelle aussi dans l'horreur
de l'esclavage et les caractéristiques de l'esclavage. Et par exemple, Pétrarque raconte donc comment de la résidence qu'il avait, il pouvait voir le déchargement de la cargaison des galères, et il est témoin donc en 1360 d'une scène où arrivent donc les esclaves devant lui, et Pétrarque représente une image donc, qui était tout à fait quotidienne pour l'époque, et qui ne semblait pas poser plus de problèmes pour la population réduite aux esclaves. Il est en train notamment d'évoquer les sites donc, qui sont un terme de l'Antiquité pour catégoriser des populations slaves du nord de l'Europe. Le terme qu'il emploie, donc, site pour les steppes, pour qualifier par les Romains les steppes de l'Asie centrale plus de 1000 ans auparavant. Seul un amateur de littérature classique, écrit Sally McKee, comme Pétrarque, aurait appelé les misérables esclaves sites. Lorsque les marchands identifiaient pour les officiers des douanes les origines d'esclaves, ils ne les auraient pas appelés sites. Au lieu de cela, ils ont utilisé un certain nombre d'autres termes: tartare, abkhazie, circassien, bulgare, russe, turc, grec, mingreli, etc. Et ce sont les termes qu'on retrouve à l'époque. Donc on voit aussi que malgré la grande culture antique de Pétrarque, etc., finalement, la question de l'esclavage, qui était une grande institution de l'Empire romain aussi, évidemment, ne semble pas poser particulièrement problème dans la référence que fait. Et une autre image de la Renaissance que nous ne voyons pas, c'est donc le portrait d'une esclave africaine, cette fois-ci, donc un des rares portraits d'esclaves africains que l'on a à l'époque de la Renaissance, donc attribué à Carracci, fin du XVIe siècle. Donc, la Renaissance, ce n'est pas seulement ce qu'on imagine donc avec nos mimes, etc., et qu'on croit reconnaître et connaître, mais c'est aussi une époque vraiment, comme toutes les époques de l'histoire, avec quantité d'ombres et lumières. Et c'est le titre d'un livre récent donc, de Catherine Fletcher, The Beauty and the Terror, La beauté et la terreur, donc une histoire alternative de la Renaissance italienne. Donc, au fond, et vous voyez que l'image qu'elle a choisie, qui est une image de violence primordiale, est elle aussi très éloignée des images que nous associons d'habitude à la Renaissance. Bien, j'espère que nous ayons fait donc une sorte de parcours de survol de certaines des complexités de la Renaissance à partir de ce que nous croyons collectivement connaître de cette période, de ces mouvements, au fond aussi ce mythe. À la prochaine, donc,